Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je ne suis pas seul et pour la première fois sur la chaîne hors live, l'ami illustre Illustre Konushida reconnu. est Ouais, on l'a dit incroyable. ensemble. Tu es là. Alors, c'est notre premier duo hors participation à mes lives, mais sur ta chaîne, on a déjà fait évidemment ensemble au moins un blabla sur Crimson Peak de Guillermo del Toro et c'est vrai qu'on pourrait faire des liens et aussi sur la 7e illusion ensemble, évidemment, on a parlé cinéma. Et aujourd'hui, je t'ai invité pour parler avec toi du dernier long métrage de fiction, je précise de fiction, hein, que je n'avais pas encore vu de Peter Jackson. Alors pas le dernier que j'ai pas encore évoqué sur la chaîne parce que j'ai pas encore fait les Seigneurs des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Pourquoi le Silence des Anneaux? Ça c'est pas Peter Jackson. Ça aurait été un bon film hein, réalisé par Peter Jackson aussi. J'ai pas fait la trilogie du Hobbit non plus, mais il fallait que je voie à tout prix un jour son Lovely Bones, sorti en 2009 et adapté d'un roman américain, ce film américain, hein, même s'il y a une coproduction britannico-néo-zélandaise, adapté d'un roman d'Alice Sebold, qui en version française a été traduit sous le nom de La nostalgie de l'ange, là, The Lovely Bones, du coup, mais en version française du titre en film, C'est on a gardé. moins... Ouais, c'est moins beau, je trouve, en français. Ah, ouais, La nostalgie de l'ange, en plus, c'est trop religieux, je dirais, par rapport au film, justement, dont on va parler ici. Et pour interpréter donc le personnage principal, entre guillemets, de l'ange, on va simplifier, la jeune actrice à l'époque, Saoirse Ronan, qui depuis vole de ses propres ailes, hein, l'ange, c'est amusant, J'aime très bien. connue. Un de ses premiers grands rôles après Atonement de Joe Wright, voilà, que tu aimes beaucoup. Chef-d'œuvre. Voilà. Et à ses côtés pour interpréter le père, Mark Wahlberg, qui parfois a des bons rôles et joue bien. C'est pas tout le temps le cas. C'est assez rare. On en reparlera. Voilà. Pour jouer la mère, c'est Rachel Weisz, qu'on avait vu dans La Momie notamment, hein, une dizaine d'années avant d'ailleurs. Ou dans Black Widow. Oui, mais bon, on va rester sur La Momie du coup. Et alors, la grand-mère est jouée par Susan Sarandon. Elle a un rôle secondaire, mais quand même c'est important hein, sur la réflexion de la vie. Le méchant dans le film, le voisin tueur, je vais expliquer ça dans le synopsis après, est interprété, c'est presque un rôle quasiment à contre-emploi pour lui, d'une certaine manière, par Stanley Tucci, quasiment grimé en dameur. Hein, mais ça, on y reviendra après parce que ça se passe dans les années 70, tout ça. Voilà. Et on va reconnaître également Michael Imperioli, qui était dans Les Sopranos, qui joue l'inspecteur, un peu à la ramasse, et Je Rose sais que McIver. toi et Sawyer, vous êtes fans des Sopranos. Moi, j'ai pas encore découvert, je suis désolé. Promis, avant la fin d'année, je découvre Ok. au moins 2 saisons des Sopranos. Au moins 2. Et Rose McIver qui joue la petite sœur qui va avoir un rôle important dans la deuxième partie du film. Alors, l'histoire, évidemment, c'est du Peter Jackson, mais de quoi parle ce film? Sorte de thriller, drame fantastique, hein. On va rester vague. Déjà, on est transposé 1973, hein, si je me trompe pas, j'ai plus la date sous les yeux, mais c'est ça. Voilà, on va dire 1973. On va suivre le destin malheureux de la jeune Susie Salmon. Oui, Salmon comme le saumon. Il y a beaucoup d'histoires de symbolique dans le film avec les animaux, mais pas que. Avec la mère Qui, aussi. ouais, et oui, elle a 14 ans, et alors que tout va bien hein, dans sa famille, tout ça, elle rencontre un garçon, ça promet. Eh bien, c'est terrible hein, parce qu'il y a une transition, c'est dur, même si c'est annoncé dans le synopsis, il faut l'encaisser dans les premières minutes du film. Elle va quitter ce monde, elle va être assassinée par un voisin qui a l'air comme ça, monsieur tout le monde, un peu creepy hein, quand même, dans les premiers Oui, moments où on le voit pas, parce qu'on le voit pas hein, d'abord, la mise en scène ne le montre pas directement. Elle est tuée par ce monsieur qui s'avère être un tueur en série. Bon, c'est pas vraiment ici trop spoilé de le dire. Et alors, Suzy va pas vraiment aller au paradis. Elle est morte, mais elle va rester dans un entre-deux-mondes. Et on va avoir donc cette histoire avant sa mort et après sa mort, à travers sa voix off de fantôme, entre guillemets, qui est là pour veiller sur les siens. Elle va voir comment sa famille va supporter le deuil et surtout voir si oui ou non le tueur en série pourra être arrêté. Parce qu'il risque malheureusement de récidiver. Et c'est donc dans cet aspect dramatique-là où Suzy va rencontrer aussi d'autres filles comme elle, dans cet entre-deux-là. Et c'est pas la première fois que Peter Jackson parle de la mort ainsi, bien sûr, nous allons y revenir. des Et tueurs en c'est vrai série, que c'est pas la première fois. non, et puis alors, c'est un film aussi, on va le saluer, qui est toujours composé, j'ai envie de dire, par ses habitués. Déjà au scénario, son épouse,
Fran Walsh et son ami Philippa Boyens, ensemble depuis au moins The Feebles, voilà, et que Bad Taste qu'il a fait tout, enfin, il a fait ça seul avec d'autres gens, mais pas avec la femme de sa vie et peut-être sa meilleure amie. Et Chef Hop, je crois qu'il l'accompagnait depuis Le Seigneur des Anneaux, le regretté, qui est décédé il y a 10 ans d'ailleurs, Andrew Lesnie, qui a aussi bossé chez George Miller, qui est australien. Grand Chef Hop. Ah bah, de toute façon, oui. Et il fonctionnait très bien en binôme avec Peter Jackson, qui s'entourait toujours de cette équipe-là pour réaliser et composer ses films, parce que c'est vraiment un travail de composition. Peter Jackson, c'est un artiste absolu, ça se voit dans un film là-dessus, où même si c'est une adaptation et peut-être une proposition de studio, il a mis sa patte avec donc son équipe technique et artistique. Et donc, sur cette première question-là, parce que moi je le découvre, Lovely Bones, mais toi, tu le connais bien ce film, et pour cause, tu vas nous révéler quelque chose de très rare. Comment situes-tu ce Lovely Bones dans ta vie et dans la carrière de Peter Jackson? Alors, juste petit préambule, moi Peter Jackson, comme beaucoup de gens, j'ai découvert son cinéma avec Les Seigneurs des Anneaux, évidemment. Ensuite, j'ai enchaîné avec Les Hobbits, évidemment. Je me souviens, chaque Noël, c'était la sortie avec ma maman pour aller retrouver la Terre du Milieu. Et en fait, sa filmographie, à part Le Seigneur des Anneaux, je l'ai découvert assez tardivement, il y a 4 ans à peu près. Donc, j'ai tout découvert, Bad Taste, et également, comment il s'appelle, Brain Dead. Ah, Brain Dead. Voilà, Brain Dead qui fait partie de mes films préférés, qui était à l'époque qualifié comme film le plus gore de tous les temps. C'était même en fait leur défi quand ils ont réalisé ce long métrage-là, c'était qu'il y ait le plus de faux sang, de boyaux, Encore plus qu'Evil Dead. Voilà. Encore plus qu'Evil Dead. Maintenant, il me semble que ça a été détrôné, le nombre de litres de faux sang, par Evil Dead Rise. Voilà. Ah ouais. Et donc j'ai découvert tout le reste, sauf les Feebles, parce que je ne l'ai pas trouvé à l'époque. Et ça m'énerve, parce que j'ai vraiment très très envie de le voir. Lovely Bones, je l'ai découvert assez tardivement par rapport aux autres découvertes, puisque je l'ai découvert il y a 2-3 ans. Et tout de suite, ça a été un immense choc pour moi, et c'est devenu mon film de Peter Jackson préféré. Et alors, hors antenne, on en parlait, Julien et moi, que apparemment c'était rare que peu de personnes sur cette planète Terre citaient Lovely Bones comme leur film préféré de Peter Jackson, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont répondre Le Seigneur des Anneaux 1, ou Le Seigneur des Anneaux 2, ou Le Seigneur des Anneaux 3, moins de personnes qui vont répondre Les Hobbits, je pense. Ou King Kong. Ou King Kong, voilà, j'allais dire, il y a beaucoup de personnes qui sont fans de King Kong, et d'ailleurs c'est assez marrant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais comme il y a à peu près 1 ou 2 mois sur les réseaux, il y a eu un retour en gigantesque vague d'un amour inconditionné de la part de beaucoup de personnes pour son King Kong. Tout d'un coup. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a été ajouté sur une plateforme ou quoi, mais c'était pile au moment où je souhaitais en parler en plus, donc c'est ça qui est assez drôle. Mais donc Lovely Bones, voilà, je rentrerai dans les détails après, mais ça a été un très gros choc pour moi, et je l'ai tout de suite après montré à ma famille. J'étais là, oh, j'ai vu un film absolument incroyable, en plus c'est réalisé par le Seigneur des Anneaux, réalisé par le gars qui a réalisé le Seigneur des Anneaux. Un film réalisé par le Seigneur des Anneaux, ça n'existera jamais parce que c'est pas possible, mais en vrai c'est intriguant. Et je l'ai montré à ma famille tout de suite, et ils ont beaucoup aimé, et depuis j'harcèle tous mes potes pour qu'ils viennent le voir à la maison, ou que je le vois chez eux, notamment mon pote Alexandre, que je salue s'il passe par là, où chaque mois je lui dis, est-ce que tu es disponible pour que je te montre Lovely Bones, et chaque fois il me dit non, parce qu'il est très occupé sur des tournages ou quoi. Donc, là il va être obligé. Voilà. Là il va être obligé. Voilà, s'il commence à regarder cette vidéo, ne serait-ce qu'une seconde, il y a un pacte qui se crée où s'il ne le voit pas, il va finir très mal. Parlant de pacte. Peut-être une sorte de pacte aussi. Alors c'est vrai que Lovely... Peter Jackson, c'est marrant parce que je fais peut-être partie, parce que je suis vieux, je commence à être vieux. T'as quoi, t'as 60-70 ans, non? Voilà, à peu près. Et j'ai commencé à connaître son cinéma avant qu'il fasse Le Seigneur des Anneaux, même à une époque où je ne savais pas qu'il allait... Parce que j'avais... Je sais pas, c'est à peu près à la même époque où peut-être ces films repassaient à la télé, mais Brain Dead et Fantôme... Fantôme contre Fantôme, c'est sûr, je l'ai vu avant. Et c'est incroyable. The Frighteners que j'ai vu sur Canal+, en 97 ou 98. Ça a beaucoup vieilli, mais c'est incroyable. Et voilà, c'est un film qui est très cher à mon cœur, et il y a des liens à faire entre The Frighteners qui pose beaucoup de choses pour Lovely Bones.
bien évidemment, ça parle du deuil et puis de l'au-delà, d'un autre monde, voilà. Et des tueurs en d'un série. tueur. Et oui, des tueurs en série. Et bon, voilà, j'ai découvert sa filmographie un peu dans tous les sens. J'ai pas vu ses documentaires encore, et c'est assez étrange. J'attends peut-être le bon moment pour les voir. Et j'ai même récemment, alors c'était l'année dernière, découvert Heavenly Creatures, créatures célestes, qui parle aussi d'un meurtre. Hein. Voilà, c'est deux tueuses, pas en série pour le coup, mais les amantes criminelles, on pourrait dire ça comme ça. Et alors, évidemment, Lovely Bones, c'est marrant parce que ça faisait un petit moment qu'il était là, il me tendait les bras comme ça. Et je me suis dit que j'attendrais un moment particulier. Et c'est pas mentir quoi, de dire ça. Et c'est récemment, on s'est parlé en privé, s'est dit, il fallait se trouver un film pour qu'on fasse un duo ensemble. Ça fait un moment qu'on imaginait cela. Et là, je me suis dit, mais attends, Lovely Bones, il m'avait pas dit que c'était son préféré. Ah bah allez. Il me l'avait déjà, je pense qu'il y a 1 an ou 2, on avait dû évoquer l'idée que c'était ton préféré. Alors là, J'ai tellement harcelé tout le monde et voilà. avec mes posts à répétition sur les réseaux à minuit 12 en mode voyez Lovely Bones, c'est génial. Et alors, ce qui est incroyable avec les Lovely Bones, on peut rentrer dans l'œuvre ici, c'est qu'on a un film d'entre-deux, hein, de toute façon. Dans l'idée, c'est ça, puisqu'on a une fille qui va être propulsée, enfermée dans ce monde d'entre-deux, qui n'attend pas, qui ne peut pas encore atteindre le paradis, et pour cause, mais qui n'est plus sur Terre. Et c'est déjà une première chose qui m'étonne ici, et j'ai un petit peu vu, pour être sûr du truc, mais j'avais compris que le roman était beaucoup plus violent, et Peter Jackson a volontairement édulcoré certaines choses, et ça se sent dans le ton, mais arrivé au bout, parce que c'est un film qui n'est pas évident à apprécier pleinement, en fait, surtout au premier visionnage. Arrivé au bout, tu comprends ce qu'il veut faire. Et j'ai envie de dire, et c'est marrant parce qu'après, il y a donc le Hobbit, et que ça aurait dû être Guillermo del Toro qui aurait dû faire le Hobbit, et j'ai envie de dire que c'est le plus del Toro-esque des films de Peter Jackson. J'ai envie de commencer sur cette take assez étonnante. Dans le fond, oui. Dans la forme, non. Alors, dans la forme, il y a toujours des différences entre les deux, mais dans l'idée de transposer, alors c'est pas un monde de magie et d'imaginaire, on est vraiment dans du terre à terre, mais on est propulsé dans un au-delà un peu fantastique. C'est-à-dire c'est ça qui est assez fort d'ailleurs. Alors c'est pas le même travail non plus de caméra ou de chef-op derrière. On peut trouver de la colorimétrie, des symbolismes évidemment, parce que c'est ça. C'est un film qui joue beaucoup sur les symbolismes et les thématiques et qui raccorde la mise en forme avec le fond et le symbolisme pour faire parler le fond par la forme. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un lien dans cette approche-là. Enfin, c'est une histoire que Del Toro aurait pu mettre en scène sans mal, en fait. Voilà. Totalement d'accord, parce que quand tu vois Lovely Bones, tu as l'impression que Peter Jackson explore cet entre-deux mondes qui a été partiellement exploré dans le labyrinthe de Pan, tu vois. Exact. Et c'est un peu drôle qu'on reparle de Guillermo del Toro, puisque notre premier duo ensemble, je crois, c'était sur un film de Guillermo del Toro. Donc je pense qu'il va nous poursuivre. Et c'est ça, parce qu'on a parlé de Crimson Peak sur ta chaîne, et c'est vrai que là, donc parler de Lovely Bones, ça fait presque sens. Quoi. Et l'idée aussi de... alors, on peut d'ailleurs, parce que maintenant je peux le faire, parce que StreamYard nous permet ça, même en mode gratuit, c'est montrer des images. Et j'aime bien faire parler voilà, comme le dirait Samy, hein, parler les images aussi, c'est important. Et c'est vrai que le premier plan du film annonce la couleur. Alors ça m'avait rappelé, je me suis dit, tiens, on va avoir un délire à la Atypical, cette série, il parlait beaucoup des pingouins. Une comédie, on vous a menti depuis le début, c'est une comédie de Noël. Non, pas du tout. Mais alors, c'est ça qui, voilà, c'est le ton en fait. C'est-à-dire qu'on est plongé dans une sorte de faux conte familial, on le sent quand même, avec ce pingouin dans une boule de neige. Et en fait, tout le film part là-dessus. D'ailleurs, c'est intéressant de démarrer le métrage par un flashback, avec déjà la voix off de la morte, hein, qui annonce ces trucs, où elle se voit petite fille, avec ce pingouin dans la boule de neige qui la fascine. Et en fait, déjà dans cette première scène, énormément de choses sont dites. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et la discussion avec le père, voilà, que malgré tout, il est piégé, il est quand même dans son monde parfait, il a une belle vie. Il y a toute cette idée-là, quoi. Mais c'est comme si elle est fascinée par cette petite boule de neige. Voilà, c'est un petit manchot, un petit pingouin avec une petite écharpe. Et d'ailleurs, plus tard dans le film, quand Saoirse Ronan va marcher, notamment pour rentrer de l'école, etc., oui. elle est marquée par un bonnet, une écharpe, etc., etc. Et donc, c'est comme cette fascination, il y a ce côté destiné. Tu sais qu'on peut explorer dans plein de films, sauf que là, l'imagerie chez Peter Jackson a tellement toujours été extrêmement forte parce que c'est un immense bosseur d'images, quoi. T'avais utilisé un terme un jour que j'aimais beaucoup,
concernant Quentin Dupieux ou Bertrand Blier, je sais plus, où tu disais que formaliste. C'est un très grand formaliste, je crois. Voilà, qui fait passer énormément d'informations par les images. Je sais plus si Oui. c'était sur ces réalisateurs-là, mais Bah, voilà. Dupieux, il peut le faire, hein, en tout cas. Et Blier aussi, mais oui, c'est possible. C'est possible. Mais de toute façon, Peter Jackson, en tant que cinéaste, comme on le connaît, oui, il est formaliste, mais pas que. Mais donc voilà, elle est fascinée et attirée par cette destinée qui, là, c'est là que c'est intéressant en termes de contraste. D'ailleurs, les boules à neige vont être et les bouteilles avec des éléments à l'intérieur vont être très importants dans la suite du récit. C'est que là, on commence avec une touche, on pourrait se dire, on en a rigolé tout à l'heure, mais un petit peu humoristique presque. Je veux dire, on commence par un manchot avec une écharpe dans une boule à neige. Donc, c'est intéressant ce contraste de ça annonce quelque chose d'extrêmement tragique qui va se passer, une destinée qui est déjà actée en fait. C'est assez nihiliste quand même le cinéma de Peter Jackson par moment, pas toujours. Il y a un surtout truc dans ce film-là. il y a un truc sur la société aussi, on y reviendra, mais je pense que le film qui se déroule en 73, qui est un petit peu le début de la fin de la gloire de l'Amérique Oui, avec Nixon et tout. On est dans une famille américaine d'apparence parfaite, mais le mal est à côté, en fait. Et exactement. Ouais. l'enfermement de la société américaine, l'enfermement du cercle familial, qui a double tranchant. Et le film joue avec une dualité là-dessus, d'ailleurs. Mais donc, c'est fascinant qu'elle soit fascinée par une boule à neige comme ça qui représente, moi je sais pas toi, mais moi, quand je vois à Noël des boules à neige avec des petites villes à l'intérieur ou des petits bonshommes, il y a toujours un côté un peu rassurant. Oui, Justement, mais... cocon familial, cocon de... c'est comme moi, parfois, quand je suis inquiet et que je cherche à m'endormir, j'y arrive pas, je m'imagine toujours, pas dans une boule à neige, mais dans une maison isolée avec mon petit cocon, etc. Et donc, finalement, ce qui est fort, c'est que ça va représenter son enfermement dans un monde, on en parlera un petit peu après, mais qui visuellement peut paraître somptueux et rassurant, mais qui est né du tragique, en fait. Qui est né de quelque chose qui a été retiré, justement, et qui appartenait à ce cocon familial et à ce bien-être. Donc, il y a une dichotomie qui est intéressante, parce que si tu découvres le film sans savoir de quoi ça va parler, et qu'ensuite tu le revois après avoir tout vu, là où la boule à neige pouvait avoir un côté rassurant, détendant, enfantin, féerique au début, eh bien, elle te paraîtra bien plus sombre au second visionnage. Donc c'est pour ça que c'est fort, parce que c'est un film où automatiquement, quand tu l'as fini, tu sais que tu vas le revoir, parce qu'il y a tellement de dichotomies dans la forme qui sont passionnantes que tu as envie de t'y repencher. Bah, tu sais, c'est cette idée de fausse perfection, de truc de cocon qui peut être à double tranchant, dans cette société un peu américaine fermée sur elle-même. On peut le retrouver chez Tim Burton dans Édouard aux mains d'argent. Tu as des moments hyper poétiques, mais ça annonce après aussi un drame et une tragédie. Et tu en parlais, mais on peut en parler parce que ça aussi, au début du film, on le voit. On a ce père de famille, donc joué par Mark Wahlberg, qui est obsédé, mais clairement, hein, c'est sa passion ultime, par des maquettes de bateaux, et beaucoup d'histoires de maquettes, hein, d'ailleurs, le voisin aussi. Avec un phare aussi. Avec un phare avec aussi. le phare et le bateau, mais il enferme ça dans la bouteille. Il enferme ça dans la bouteille et en fait, tout ce qui va être signe de cocon par les boules à neige, par les bouteilles, en fait, c'est pour annoncer ce côté destiné de cet enfant où là, c'est ça qui est tragique, c'est comme si son père était déjà à l'avance passionné par ce que pourrait raconter le monde dans lequel va se trouver son enfant plus tard. Et d'ailleurs, ça va être très important ce que ce monde-là va raconter à son père plus tard. On y viendra un petit peu après. C'est un lien, en fait. Oui, qu'il bien y a déjà ce lien, mais le lien, il est créé par quelque chose d'un cocon et d'enfermement à la fois. Et la boucle, en fait, la boucle est déjà vivante. En fait, et ce que je voulais dire aussi qui est intéressant concernant la boule à neige précédemment, c'est qu'on y voit. Alors, je ne sais pas si tu as pris la toute première frame, je me souviens plus si la boule à neige elle secouait et qu'il y avait de la neige au début ou si elle apparaissait juste comme ça. Mais c'est intéressant aussi cet apport pour le premier plan de neige, qui est quelque chose de base assez féerique, qui va être très contrasté par le fait que l'hiver dans ce film-là, notamment où va se faire assassiner cette jeune fille, il est très maussade, boueux, crasseux. Donc moi, j'aime beaucoup tous les, pas les rappels, mais les contrastes qui sont en permanence créés. J'espère que je suis clair. Non, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que dès le début, il balance l'idée que c'est une belle vie, c'est-à-dire un couple familial avec des enfants, etc. Mais attention à ce cocon d'enfermement qui fait qu'on ne se
j'allais dire, on se méfie peut-être pas de ce qui peut nous tomber dessus. Un peu dans l'idée, c'est ça. Et en plus, au début, il y a tout un délire. Donc, il y a une transition. La petite fille, elle a 4 ans, tout ça, etc. Et on voit le couple en même temps, le père et la mère, en train de batifoler au lit avec la mère qui, lui, Albert Camus, on sent, tu sais, c'est la femme libre et tout. Et 12 ans après, on a ça, regarde, qui apparaît là. C'est terrible. Hein. 12 ans après, Ouais, la pauvre, elle lit des trucs que pour les enfants, pour le jardin, pour la cassé. cuisine. Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que la Ouais. femme, elle s'est faite emprisonner elle aussi dans ce magnifique cocon parce qu'elle aime sa famille. Mais Elle aime son mari et ses enfants. Mais elle est enfermée aussi. ce magnifique cocon qui, boule à neige, bouteille, tout ça, c'est construit. Je veux dire, ça n'est pas comme ça. Donc, c'est artificiel en fait. Tout est artificialité dans ce cocon-là. Et justement, c'est très bien cassé par, bam, 12 ans plus tard. Et tu vois le livre qu'elle lit. Et même son mari à côté qui, lui, il se repose, tu vois, genre, rien à foutre, tu sais. Donc, il y a quelque chose de très, là, je dirais pas nihiliste, mais il y a un nihilisme qui parcourt tout le long du film, mais aussi ce sentiment d'échec que va avoir la mère, le père, la famille, les policiers, même cette jeune fille qui va se faire assassiner, ce sentiment d'échec, elle va aussi un peu s'en vouloir d'avoir accepté une certaine invitation à un moment, alors que est-ce qu'elle devrait s'en vouloir ou pas s'en vouloir? Il y a une frontière assez floue, ou par moment on pourrait même se dire le film quand même en termes de propos il est un peu touchy quoi, hein, tu vois, mais ça donne de la matière pour libérer l'imaginaire du spectateur et c'est vraiment fascinant. C'est un film de passage et de frontières, et ça c'est intéressant. Et dans l'idée que, comme dans cette mouvance, moi ça me fascine de plus en plus cette idée, mais j'y travaille un petit peu, je réfléchis là-dessus depuis un petit moment. Ces cinéastes étrangers qui viennent faire des films en Amérique sur l'Amérique, il y a toujours un petit truc en plus. Alors là, c'est pas hyper frontal. C'est pas non plus Paris, Texas de Wim Wenders ou récemment Rose Glass dans Love Lies Bleeding niveau critique et tout. Ah oui, là. Mais en sous-jacence, tu as quelqu'un qui montre que oui, la famille, la société parfaite à l'américaine avec la famille, alors c'est bien, hein, il remet pas en question ça, mais attention de pas il y a trop toujours des failles. Voilà, et puis pas trop s'enfermer dans cette idée de faux bonheur routinier de machin, parce que derrière, voilà parce que en faisant ça, on peut être bercé par une illusion du tout est parfait, tout restera parfait, et que dès qu'il y aura un pet de travers, tu vois, je parle pas de l'assassinat de la jeune fille, parce que ça c'est plus qu'un pet de travers. Ça c'est ça c'est le voilà, mal mais américain. dès qu'il y a un pet de travers, on n'y sera pas préparé, parce qu'on se sera bercé d'illusions que tout se passerait bien tout le temps, et ce n'est pas le cas. Et là, le pet de travers, il va être vraiment très violent, quoi, parce que c'est un assassinat, quoi. La métaphore du pet de travers n'était pas forcément. Mais le pire, c'est que tout va vraiment très bien dans ce début de film, dans le sens où enfin le garçon qu'elle aime la remarque. En plus, on sent qu'il est british, il a un accent british, le gamin, et il vient de jouer Othello d'Hamlet, etc. Il y a toute une idée, tu vois, on est dans la surdramatisation du truc, et on se dit, en fait, c'est pas tant la réalité, c'est une réalité qu'on voit. Mais cette réalité, elle va être brisée par une réalité beaucoup plus terrible par la suite. Mais ça se voit aussi à l'image avec. Moi, j'ai le souvenir quand elle rencontre ce garçon, qu'elle est hypnotisée par lui. C'est tellement clair. La lumière, tu sais, les reflets blancs sur des murs blancs, ils sont pétants, tu vois. C'est vraiment waouh, le rêve, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là aussi, il y a une dichotomie avec le fond du film. Où déjà ça annonce quelque chose qui n'est pas censé être, en tout cas selon moi, normal. C'est qu'elle, elle a 14 ans et le garçon qu'elle aime, il a 18 ans, 19 ans, et donc on se berce d'illusions alors qu'on est dans quelque chose, dans un système qui ne va pas, tu vois. Et tu sais que ça m'a choqué là, sur ce point-là un peu, mais après, donc il y a la petite sœur qui a 13 ans et tout, elle va sortir avec un gars qui est plus vieux qu'elle, mais il faut pas oublier, parce que voilà, le film est très diffus là-dessus, le temps passe à un moment, donc c'est moins anormal. Mais du coup, sur le coup, dans ta tête, la petite sœur, elle a encore 13 ans, et tu la vois plus tard sortir avec un gars qui doit avoir 19 minimum. On voit à un moment, il y a presque un plan insert sur ses mains poilues, tu vois. Ouais, mais justement, ça se concentre sur un système qui paraît merveilleux, mais qui ne l'est déjà pas trop. Et qui va l'être encore moins quand il va se passer ce qui va se passer, quoi. Le P de travers, le verre est dans le fruit. Et le verre, alors, c'est ce personnage. Ce voisin, c'est dans la droite lignée des Mindhunter et tout, mais quand même. Non, alors, mais ce plan, quoi.
Mais voilà, mais Mon j'ai Dieu, plus parce quoi. qu'il est magnifique ce plan. Enfin, Il est magnifique terrifiant. et terrifiant à la fois. C'est donc dans toute la première partie, les premières minutes et tout, on ne va pas le voir, ce Mmh. personnage. Enfin, on le voit de loin. C'est le meilleur On moment où on le voit voit. Voilà. des mains, on voit des détails, Les maisons de poupées, il y a une poupée là, parce que le gars, c'est une sorte d'homme-enfant qui est resté bloqué et qui. Enfin, c'est très, 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 très problématique. Le gars, il est. Oui, on peut le dire. Enfin, il assassine des enfants, il fait pas que les assassiner, quoi. On va mais en rester. même temps, ce qui est traumatisant, c'est qu'on le montre quand même comme, un voisin un peu modèle en soi. Je veux dire, il fait de mal à Avec ses roses. On personne, y reviendra avec sur les ses roses. roses, Euh, qu'il offre, donc voilà, c'est très, très bien dépeint et tout de suite, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas et qui te met mal à l'aise par, cette fausse perfection, «du voisinage» entre guillemets, tu vois? C'est ça, c'est que c'est l'homme de tout, c'est l'américain lambda moyen qui pose de problème à personne. Et c'est pour ça que ce début de film, il dit beaucoup, il questionne beaucoup sur cette société américaine des années 70. C'est intéressant. Peter Jackson, il a choisi une histoire qui se passe dans le passé, en mode voilà, voilà. Enfin, même les 12 ans avant, quand le couple était heureux, c'était au début des années Oui, 60, c'était une décennie de liberté et tout. Et ben la décennie des années 70, après Nixon, là, parce que Nixon, Watergate est pas loin, on est en plein dedans. évidemment Ça et puis, commence à il y avait eu tout descendre. ce qui était guerre du Vietnam et Ah cetera bah aussi. évidemment. Et D'ailleurs, le j'ai vu pire, un c'est que excellent film sur la guerre du Vietnam, Né un 4 juillet. Voilà, je pose ça là, voyez-le, il est très bien. il faudra quand même que je vois un jour parce que ça fait partie de ces grands classiques qui me manquent. Mais cette idée que Peter Jackson, il montre des trucs là sans, par exemple, montrer à des journaux ou la télé la guerre du Vietnam, tout ça. Il le met, mais il sort pas de son sujet non plus. Mais il en Bah, pense. Pas en fait, moins, je par pense. rapport à cette timeline de l'humanité, justement, je vais le mettre en comparaison avec un Né un 4 juillet parce que c'est intéressant, parce que dans Né un 4 juillet, je vais pas tout révéler puisque tu l'as pas vu, mais il y a un vrai combat, qui n'est pas forcément physique, mais psychologique, de Tom Cruise, qui joue dans le film, face, à des, idéaux et des idéologies que porte sa famille et justement de même quand il y avait la guerre du Vietnam et autres, l'Amérique reste parfaite, droit dans ses bottes, on se pose pas de Oui. questions, on est patriote, on se pose pas de questions. Le côté on ne se pose pas de questions et justement, ça revient aussi dans Lovely Bones, ce côté tout va bien, on se pose pas de questions sur ce qui pourrait ne pas aller. Même quand il y a quelque chose comme cette relation entre cette jeune fille de 14 et un gars de 18 ans, je veux dire, la grand-mère, elle l'encourage, tu vois? C'est Oui, alors, pas tout va bien, oui et non. Mais parce que, oui, justement, non tiens, mais puisque tu en parles de la grand-mère, parce elle est là au milieu, et cette grand-mère, elle est étrange quand même. Alors, tiens, je prends ce plan parce qu'on l'a vu au début, c'est juste pour le fun, parce que oui, Peter Jackson référence Le Seigneur des Anneaux en affiche dans une librairie. Moi, c'était pas utile, mais en même temps, ça fait plaisir. ah, mais il s'amuse, mais c'est un gamin, c'est un grand gamin. Quand on sait qu'il a fait Brain Dead, Les Ah Feebles oui, et Bad Taste quand même. Hein. Donc voilà, il joue sur l'humour aussi. Hein. en Même fait, dans il a vraiment Fantôme fait contre cette Fantôme, référence en mode: «Eh, c'est Bibi qui l'a fait, c'est moi». c'est ça. Et on voit la grand-mère derrière, et ce personnage, il est un peu comique, tu sens, c'est un peu extravagant, mais on sent qu'elle est quand même en dépression. On sent que ça a Mmh. été une femme libre qui a beaucoup souffert pour garder cette liberté. Et c'est compliqué là. Elle voit sa fille, on en parlera après de la mère, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Et c'est elle qui va dire carpe diem un peu à sa petite fille. Mais en même temps, elle parle du bouddhisme. Tu vois, il y a un petit truc un peu étrange dans ce personnage, qui est cette américaine qui a vécu des trucs et qui est plus trop dans la société. Un peu dans cette Oui, qui marge, je dirais. se libère, psychologiquement et qui, justement, s'ouvre à plein d'horizons. Encore une fois, en ne se posant pas forcément la question si ces horizons, bien qu'elles soient nouvelles, soient positives, en fait. D'ailleurs, il me semble qu'elle sombre, dans l'alcool, enfin, Ah bah, elle est dans une état, elle est oui, elle est dépressive, je pense. c'est en même temps, tu as l'impression, voilà, que c'est cette femme libre, qui va encourager sa petite fille, une femme qui s'ouvre à plein d'horizons, qui a le désir de vivre, mais qu'encore une fois, on revient à ce côté artificiel, factice, cocon familial, qui en fait n'est pas si beau que ça, et quand même en dépression et alcoolique. Et Donc d'ailleurs, elle est il y a l'ironie toujours du une sort. cassure comme ça. Elle est même l'ironie du sort dans un moment qui est assez violent, c'est que le petit frère est à deux doigts de mourir. Bon, c'est Suzy qui va le sauver en prenant la voiture, en l'amenant à l'hôpital. Et Oui, la grand-mère, elle dit ah, mais avec ce qu'elle a fait, Suzy, elle va avoir une longue et belle vie. Et quelques jours après, bah non. Et c'est terrible l'ironie. mmh, Là, c'est pour ça que Peter Jackson, il aime bien manier l'humour noir aussi dans ses films, un peu. Tu regardes Fantôme contre Fantôme, le personnage de l'antagoniste, quand même, c'est c'est énorme.
Après, il y a une différence, je trouve, mais je sais pas si tu vas en parler maintenant du côté tueur en série, mais il y a une différence, Ah, je trouve, on assez va en parler. notoire entre Fantôme contre Fantôme et Lovely Bones. Je peux On va en commencer à en parler parler avec. si tu veux, sauf si tu veux parler d'autres choses avant. Non, mais on va dans la lignée de justement la rencontre. Où Oui, enfin, donc voilà. mais Bon, ce elle plan, rentre de pareil, l'école. encore une fois, cet Ouais. homme qui l'attire dans une sorte de cocon où à l'intérieur, je sais pas si tu as un plan de l'intérieur, mais où il y a des poupées, où il y Alors, je a laisse tout le ce qui est censé mystère. être Je laisse. Les gens vont découvrir rassurant. l'intérieur. Voilà. Tout ce qui est censé être rassurant normalement quand tu as l'âge de cette jeune fille. Mais, mais ça l'est pas, Et on en quoi. revient. Donc, On en revient à ce début. C'est-à-dire que c'est magnifique cocon comme ça d'apparence et tout. Mais alors là, c'est l'antre de l'enfer. De toute façon, tu vois, cette lumière qui sort, c'est les lumières de bougie. Hein. Et le monsieur aime beaucoup la bougie. La bougie, rapport au feu, là, ça, Et la c'est. bougie qui va être utilisée à contre-emploi plus tard dans le film, Mm. d'ailleurs. Parce que là où la bougie, tu l'as montré dans le plan tout à l'heure aussi, en premier lieu, est signe de terreur, de feu de l'enfer, mais en même temps calme. Voilà, on Oui, montre pas. c'est Il y a beaucoup sous-jacent. d'utilisation des éléments, même de l'eau plus tard dans le Et film, de la et de la glace. glace, qui est opposée au Mais feu, et pour cause, et pour cause. c'est assez subtil parce que, tu vois, imagine, il aurait présenté cet homme, même sans qu'on le voie spécialement au début, face à un feu de cheminée, tu sais, avec le feu, genre comme ça. Ça aurait pas été très subtil, tu vois. Ça aurait été vraiment genre, hey, c'est les feux de l'enfer, hein, vous avez compris Le ou pas? bazar de Non, l'épouvante. là, ce qui est vraiment stressant et glaçant, c'est qu'à chaque fois qu'il est présenté, tu as cette lumière de bougie, de feu, mais calme, droit, et qui a à la limite un semblant de poésie un petit peu morbide, quoi. On le voyait dans le plan de la fenêtre tout à l'heure, avec cette bougie qui était juste à côté d'une petite poupée représentant une petite fille dans un cercle en Local, verre. encore. Voilà. Et puis même, on le voit dans ce champ, je parlais tout à l'heure d'un hiver extrêmement maussade. Là, le champ, il est Extraordinaire, rasé, ça. mais en plus, il est mal rasé, tu vois. C'est froid. C'est la mort. T'as cette forêt derrière pourtant, le ciel est clair, c'est là que c'est intéressant, qui Ouais. assombrit le tout, non, vraiment, c'est trop Gros de la travail sur composition cette qui me scène. plaît, moi. On s'en rend pas compte, mais gros travail du chef-op sur ce plan. C'est Mais gros immense. travail du chef-op C'est très partout dur. parce que ça soit dans les Partout. séquences où bah là je pense pas qu'il y ait spécialement d'effets spéciaux numériques, tu vois, mais ou dans des séquences où alors là dans l'entre-deux-mondes le numérique ça va y aller quoi. Ouais. Il a toujours su apporter un grain de concret en fait, Andrew Lesnie. Et c'est pour ça que je regrette énormément son décès, c'est que il Ouais. a toujours été très fort, même dans les Hobbits, hein, qui sont pourtant extrêmement numériques. Moi, j'ai tendance quand même à croire en la faisabilité, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais en Palpable. l'existence de cet univers, en la palpabilité. Merci beaucoup. Oh, c'est joli ça, la palpabilité, j'aime bien. Et pas confondre avec Ça Palpatine. sonne Hein, bien, la palpabilité. On dirait de l'italien un peu. La palpabilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce champ de maïs mort. Alors, c'est la mort. Hein. Voilà. C'est la mort, oui. T'as le souterrain de la mort. Le champ de maïs, en plus, le maïs, c'est quand même très dans la construction de l'Amérique. Hein. Rappelez-vous Thanksgiving. Bon, Oui, bien moi, sûr. je vois aussi indirectement les ravages de la colonisation américaine qui a créé indirectement plus ou moins le mal américain qui est là. Alors c'est peut-être de la surinterprétation, de la sous-jacence, mais il y a des symboles qui l'évoquent quand même. Parce que c'est Ça, ce tueur en ça peut série, être. le tueur en Oui, série, c'est quand même typiquement très américain aussi, le tueur en série. Tu vois. Alors, il n'a oui, pas bien qu'aux sûr. États-Unis, hein, mais. Oui. Mais malheureusement, quand tu penses à des tueurs en série, Bah oui. tu penses beaucoup à certains Américains, hein, parce que aussi, il y a quelque chose d'assez malsain chez les Américains et leur production parfois, c'est que il y a toujours cette question qui revient, notamment quand était sortie la série Dahmer, ils sont presque fiers un peu dans leur folklore, tu vois. Bah, Un oui. peu comme les Anglais avec Jack l'Éventreur, tu vois. Bah, Et c'est qu'en terrible fait, à dire. tout va être analysé par la façon dont le réalisateur ou la réalisatrice va adapter l'histoire d'un tueur en série. Et il y a des moments où effectivement c'est contemplatif et c'est vraiment dérangeant, tu vois. On essaye de nous faire avoir de l'empathie pour un tueur en série qui a vraiment existé, ce qui n'est pas le cas de la série Dahmer selon moi. Bon. Ce qui est un peu plus le cas de la série Menendez, mais là, dans Lovely Bones, non. À aucun moment, Peter Jackson va chercher à ce qu'on ait de l'empathie
pour ce antagoniste qui d'ailleurs a un look très Dahmer et puis ses Ah oui. lunettes, on insiste beaucoup sur ses lunettes et s'il y a quelque chose qui a marqué beaucoup de gens, il y a même eu là il y a pas longtemps les lunettes de Dahmer qui ont été exposées à Paris. Donc C'est tu terrible parce qu'il y a une vois fascination. Mais mmh. ce qui est incroyable, c'est que là, je viens de vérifier la date de sortie, là, mais on est 2 ans après Zodiac. Et Que c'est un j'ai pas film qui est vu. déjà dans son temps, là. Parce que Zodiac, évidemment, on ressort cette histoire de tueur en série et tout. En plus, Zodiac, ça se passe à la fin des années 60. Donc, c'est la continuité de Zodiac, quoi, si vous voulez, là. Attention, c'est un tueur qui n'a pas existé en vrai, mais qui est Non. inspiré, voilà, dans ses modes Bah, en tout cas, opératoires. physiquement et dans son mode opératoire, il est inspiré de beaucoup. Mais là où c'est fort, c'est que la caméra ou l'écriture n'est pas en contemplation ou en empathie avec lui. Moi, c'est un Mm. problème quand on essaye de me dire: «Ah, regarde quand même en vrai, bon», tu vois? Genre, j'ai du mal avec ça. Bah, ça, oui. Et puis alors, le moment où, bon, elle meurt. Alors, on n'est pas encore dans la zone spoiler, mais bon, on va quand même l'évoquer là. C'est qu'elle se rend pas compte de suite qu'elle meurt. Oui, ce qui est Et il y a un terrible, plan c'est affreux. extraordinaire. Enfin, il y a un plan, et là, je pense que tu vas beaucoup aimer aussi. Oh là Bon, là. elle fuit. Ce Elle pense avoir survécu, avoir fui le tueur. Mais on le voit très vite, même si vous, sans avoir, même Ça en m'a ayant foutu lu des le synopsis. frissons de revoir ce plan, mais vraiment. C'est incroyable parce elle passe à travers le brouillard qui l'a fait passer dans un autre monde. Et même dans le travail de l'éclairage, on voit, il y a un maquillage, elle a été blanchie au niveau du Et de la visage. texture visuelle Bien sûr. qui est absolument dingue parce que, on a limite l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'ils ont filmé le plan de la rue et qu'elle, ils l'ont filmé sur un fond vert C'est possible. Parce et qu'il y que, a. Ouais, ouais. ensuite ils l'ont incrusté, mais volontairement un petit peu mal incrusté. Vraiment, encore une fois, ce côté frontière de en même temps, tu crois au fait qu'elle est dans cette rue et en même temps, tu sais, il y a un petit truc qui te dérange et je trouve que c'est tellement intelligent pour faire comprendre par l'image au spectateur qu'il y a quelque chose qui est troublant, qui ne marche pas. Même quand on voit cette image-là actuellement, j'espère que les viewers la verront avec la même qualité que nous actuellement. euh, Il y a un grain qui est pas normal, qui est pas habituel. Tu vois, c'est très très étrange, c'est très brouillé comme image, Ces quoi. éclairages là au fond, il y a des trucs très. Tu vois, au fond là, il y a un éclairage aussi. Mais ça fait vrai, mais c'est déjà un autre monde. Et j'ai coupé ce plan là à ce moment-là parce que je vais pas évoquer un autre personnage. Ça, on développera sur cet autre personnage dans la zone spoiler. Un autre personnage qui est dans son école, qui mérite, à mon avis, qu'on en discute plus tard. Et de toute façon, dans la foulée de ça, il y a un autre plan qui est. Alors, c'est extraordinairement exploré. Non, surexposé, pardon, niveau lumière et tout. Mais c'est quand elle va déambuler dans sa ville et tout. Voilà, on se C'est croirait dans un parfait. Spielberg. Tu vois ce que je veux Mais dire, hein? tu sais que la première fois que j'ai découvert le film, je me suis demandé si c'était pas le chef-op de Spielberg. Mais quand j'ai vu cette scène-là, parce qu'en fait, la façon de réfléchir, le blanc Ouais. des lumières, c'est purement Spielbergien, quoi. C'est E.T., Vraiment. Rencontre du troisième type, La guerre des mondes peut-être un peu aussi. Il Mais y a ce ces qui, à mon avis, idées-là. n'est pas anodin. Parce que pour beaucoup de cinéphiles, en tout cas pour beaucoup de personnes qui ont grandi avec des Spielberg, même mon père, tu vois, il me dit souvent quand il découvre des Spielberg: «Ah oui, on reconnaît sa patte visuelle», tu vois? Et donc cette, lumière blanche tellement, omniprésente et avec ces lignes comme ça, on le voit, un peu plus loin. Déjà, ça appelle à un au-delà, mais en plus, là, ce serait vraiment très subtil s'ils ont fait ça et là, pour le coup, c'est peut-être de la surinterprétation, mais je trouve que ça rappelle tellement, en fait, un plan qui pourrait être dans un Spielberg que ça Bah, rappellerait donc automatiquement un imaginaire, puisqu'on sait que l'imaginaire au cinéma a beaucoup été traité de cette façon-là par un réalisateur très connu, dont les films ont été très vus, comme Spielberg, tu vois. Donc, je ce qui sais est pas, terrible, peut-être de c'est la que surinterprétation. en soi, en étant terre à terre, nous, c'est une forme imaginaire, cet ordre de monde. Sauf si vous Mm. êtes croyant, tout ce que vous voulez, quoi. Mais pour le film, c'est sa terrible nouvelle réalité, l'entrée dans cet entre-monde. Enfin, Mais l'entrée. avec ces lumières qui proviennent de fenêtres, qui t'as l'impression que c'est pour la C'est un rejeter du studio. monde réel. Non, C'est mais c'est pour la Poltergeist. rejeter. C'est C'est pour la Poltergeist. rejeter du monde réel, pour lui dire ton esprit, ton corps n'a plus sa place. Justement, on voit la lumière qui sort d'une fenêtre où, à mon avis, il y a des gens qui y sont. Tu n'as plus ta place dans ces cocons-là.
ces cocons du Exact. réel. La lumière de ce réel est tellement aveuglante que tu ne peux plus en fait y accéder. Donc ça marque vraiment. Puis même le cadrage est dingue avec ce grand angle, avec cette ombre, son ombre qui est immense et qui fait un très bon point de, je sais plus si on appelle ça point de fuite, je sais plus, mais C'est une sorte de point elle de est chute, mais de dans, l'autre côté, du coup. elle est dans la même direction en soi que Ouais. la lumière qui part, pas derrière elle, mais tu sais, vers sa gauche. Mais Voilà. ce qui est étrange, c'est que tu vois, tu as ce plan-là, tu vas penser à Spielberg, tu vas penser. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça. Bon, Poltergeist, c'est à moitié Spielberg, hein, mais c'est pas Spielberg. Chef-d'œuvre, Poltergeist. Ouais. Mais Le justement, Poltergeist 3, par contre, ouais. Et je pense aussi à l'Exorciste, là. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est à pas la moi, même, moins pas la que même colorimétrie et l'exorciste. luminosité, mais dans une sorte de. Voilà. L'exorciste, c'est des couleurs blanches, notamment quand il y a la grand-mère et tout, qui sont plus canalisées, je trouve. Ouais. Mais Moins ce qui est marrant, envahissantes. c'est que là, on a l'éblouissement de la banlieue pavillonnaire tranquille à l'américaine, et elle a basculé dans un autre monde qui l'a fait rentrer dans le versant de la terreur. Et ce qui est terrible, c'est que avant d'y rentrer vraiment après dans son autre monde, c'est comme si elle est entre l'entre-monde et son monde encore. Enfin, c'est très Oui, étrange. Et il y a cette scène qui est d'une. Évidemment, j'ai cuté avant que ça soit trop graphique. oui, oh là là Bon là là. là, bon, plan débulé évidemment. Là, elle se rend compte qu'elle est morte. Alors là aussi, on est plus la lumière. Il y a une gradation dans la surexposition de la lumière. Là, c'est Mais horrible là en fait. ce Voilà. plan, je le trouve d'une terreur absolument immense parce que Oui, oui, oui. moi, j'y vois cet homme qui... En fait, il dit tout, ce plan. Il dit que quand elle a été assassinée, parce que je tiens à dire qu'on ne voit jamais quand elle s'était fait Et tant assassiner, mieux, parce que et ce tant qui est mieux. écrit dans le bouquin, apparemment, voilà. Mais en fait, ce plan, il dit tout avec cet homme qui, en plus, grâce au débulé, qui rajoute quelque chose de très malaisant et qui lui donne un corps presque difforme, c'est comme un grand monstre qui se baigne dans les débats de cette jeune fille. Tu sens qu'elle s'est débattue, que elle a dû Ouais, racler ses ongles sur de la terre, ils ont dû avoir plein de boue sur eux, et lui, il se baigne tranquille là-dedans, c'est dans, Bathory, quoi. Tu connais dans la comtesse Bathory qui se baignait dans le sang des vierges et tout, qu'elle tuait. non, un peu l'impression qu'il fait ça pour je garder. connais pas cette personne. Ah, mais c'est une comtesse Oui, hongroise oui. qui tuait soi-disant et tout, et puis dans le sang des vierges, pour garder la jeunesse éternelle. Et ben, t'as l'impression que lui, pour rester enfant avec ses maisons de poupées, il se baigne dans peut-être ce qui est une Pour forme de sang ou moi, de boue de ses victimes. Ah, pour moi, c'est encore plus craignos que ça. Il se baigne dans tout ce qui a représenté la douleur, les débats, les cris, les appels à l'aide, les volontés de s'échapper de ses victimes, tu vois. Parce il y a plein de boue, on est dans une voilà. sorte de marécage, hein, clairement. Et d'ailleurs, ce côté marécage va être utilisé par la suite quand on va découvrir le passé de certaines jeunes filles. Tu sens que c'est un homme qui aime quand ses victimes se débattent et qui revient sali de ce combat, tu vois, pour les Et assassiner. il est apaisé par la salissure et par l'horrible. Parce que quand il enlève sa serviette, il est en mode apaisé à la mort, quoi. Mais là, Limite, tu as un il aspect manque. monstrueux, en fait. C'est un monstre, là, dans ce plan. C'est C'est Seven, quoi. mm. C'est pire que ça. Et puis après, bon, Mais... on va pas. Après, avant, bon, ça va nous faire une transition vers la zone spoiler, mais l'entrée dans l'entre-deux mondes, bon, c'est vrai que là, on rentre dans le numérique après. Voilà, on entre dans le numérique. Bon, j'ai choisi le moment où elle apparaît dans C'est un son. numérique si beau. Mais je vais expliquer pourquoi après. Mais tu sais que moi, j'ai pensé à un film, mais alors, je sais pas si tu l'as vu, À mais j'ai camping? pensé. Comment? À camping? Ah non, je me suis dit, il a pas osé. J'ai failli bider. Mais j'ai pensé à un. Alors, c'est un film que je sais pas si tu l'as vu, mais c'est avec un de tes acteurs préférés, Robin Williams. Le film Au-delà de nos Au-delà rêves. de nos rêves. Ouais, Voilà. ouais, Ah, je vois. quand il rentre. Alors, lui, il est dans le paradis pour le coup. Mais je sais pas, dans ce numérique d'un autre monde. Je sais pas si Alors, ça a été une des influences de Peter Jackson pour le coup. ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je me souviens quand même d'images où je me dis que Peter Jackson a dû s'en inspirer. Genre vraiment. Parce que c'est quand même très marqué au-delà de nos rêves, hein, visuellement. Hein. Ah bah J'ai oui, revu oui, oui. des images il y a 1 ou 2 mois. Et ça fait très Lovely Bones. Mais même là, ce que tu vois là, ça fait très Lovely Bones, quoi. C'est des peintures, Donc d'ailleurs. On est plus ça dans la m'étonnerait pas. peinture à l'ancienne, alors que dans. Après, c'est difficile de décrire l'entre-deux mondes, parce que, en fait, l'entre-deux mondes représente
tous les symboles et tous les liens avec le monde que Suzy s'est faite. Et surtout, tout ce qu'il a fait rêver aussi, notamment les bateaux, les phares dans les bouteilles de son père. Même un ballon, comme ça, j'ai choisi. Voilà, et elle voit tout ça en plus gros, ce qui est assez intéressant parce que en même temps, elle veut rester. Plus elle avance dans cet entre-deux-mondes, plus elle avance vers le paradis, quoi. Enfin, voilà. Et plus elle rencontre d'ailleurs des personnes qui vont la mener à cette séquence finale avec Song to the Siren, etc. etc. Ah ouais, le This Mortal Coil, mais en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que plus elle avance, plus les petites sources de bonheur qu'elle avait quand elle était enfant, je sais pas, jouer avec un ballon, regarder les bateaux qui se trouvaient dans les bouteilles de son père, etc., vont devenir de plus en plus immenses, comme si cet entre-deux-mondes lui créait un cocon de vas-y, il faut que tu continues d'avancer, il faut que tu dises au revoir à ton existence terrestre, mais en même temps, elle veut pas, tu vois. Elle reste. C'est génial. Et surtout, moi, ce que je trouve fou dans ce numérique-là, alors on peut dire qu'en termes de texture ou quoi, il est malheureusement tout de même un peu daté, parce que ça date de 2009. Mais moi, je suis désolé, mais ce plan-là, tu sais, ce plan-là, numérique ou pas, je suis sûr qu'il l'a chopé dans des rushs des Seigneurs des Anneaux. Voilà. Pour moi, c'est les montagnes néo-zélandaises. Ou alors il est retourné en Nouvelle-Zélande juste pour faire un plan, quoi. Mais du coup, ce que je trouve très intéressant avec le numérique, c'est même si maintenant, de par le fait que le temps a passé, il peut être un peu daté, c'est que quand même, plus on avance dans cet entre-deux-mondes, plus les textures des objets, etc., sont plus certaines, plus concrètes. Tu as quand même plus l'impression que tu peux toucher le tout. Alors qu'au début, si tu peux remontrer le plan avec tous les rayons de soleil, là, c'est quand même assez factice, tu vois. Voilà, même son détourage sur l'herbe, encore une fois, ça se demandait s'ils l'ont pas filmé sur un fond vert, puis mis sur l'herbe et volontairement un peu détouré avec des ombrages autour. Et donc, plus on avance, plus elle comprend qu'elle doit avancer, qu'elle ne doit pas résister, qu'elle doit passer dans le paradis, voilà, on va appeler ça le paradis, et ben, plus les textures deviennent quand même certaines, concrètes, et même au cadrage, c'est moins contemplatif, c'est plus proche de... tu montreras sûrement, tu auras peut-être un plan avec la grande bouteille, avec le grand bateau, mais il y a quelque chose aussi de plus fluide, en fait, dans le découpage. Alors que dans le monde réel, j'ai même envie de dire un truc, c'est que dans cet entre-deux, dès qu'elle continue à avancer, elle continue à voir ce qui se passe sur cette terre, mais le monde s'autogénère et se crée il y a plusieurs lieux, et en fait cet enfermement commence à s'ouvrir pour qu'elle prépare son passage sur l'au-delà final, mais elle reste encore bloquée parce qu'elle n'a pas réglé en gros tous des problèmes, parce qu'elle veut voir comment sa famille s'en sort sans elle, elle veut voir si oui ou non l'enquête va aboutir, parce qu'on va passer dans la zone spoiler après. Hein. D'ailleurs, allez, je décrète qu'à partir de maintenant, spoiler. Mais pourquoi? En plus, il y a cette séquence avec la bougie, j'espère que tu vas en parler. Non, mais alors, la bougie, peu importe pour la bougie pour l'instant, mais ce qui est très important, c'est qu'elle doit régler le problème parce que sa petite sœur va être la prochaine victime potentielle. Et c'est là. Et c'est là. Et le père, il comprend. Alors, tiens, on en parlait tout à l'heure, mais le détective totalement inefficace, absolu, l'inspecteur à l'américaine, là, qui est nul. Il est nul d'ailleurs au moment où c'est le père qui lui dit mais on vous pataugez, vous êtes à la rame. Donc les autorités américaines sont mais nulles. Là aussi, là aussi, il y a une critique. Rappelle-toi, Fantôme contre Fantôme, même si ça se passait peut-être pas aux États-Unis, ça se passait dans un lieu non. Voilà, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, mais même là, les autorités, elles étaient complètement à la ramasse, quoi, tu vois. Mais là aussi, vu que ça se passe en Amérique, il y a une critique des autorités, des institutions. Justement, dans cette période où, comme elle est dépeinte dans le film de base, les gens ne se posent pas trop de questions et tout va bien. Et justement, j'en parlais, dès qu'il y a quelque chose qui contraste, qui casse, qui fait une césure avec ce côté tout va bien, eh bien, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, le père va mettre quand même du temps à comprendre certains éléments, notamment spirituels, et il va beaucoup échouer avec cette scène, notamment de la batte de baseball dans le champ de maïs. Il va se faire taper. Pour le coup, maintenant, à repousser. Donc ça aussi, c'est absolument tragique et horrible comme symbolique.
c'est que c'est pour montrer que tout ce qui est, je sais pas comment le dire, mais tout ce qui est sociétal, donc les champs de maïs, les saisons qui passent, la vie continue, tu vois. Et justement, il va se faire tabasser dans cet endroit où la vie a continué. Il va se faire tabasser parce qu'il s'est trompé pour rien. Et je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer concrètement, mais je trouve que le fait que ce champ de maïs, en plus dans une scène de 5 minutes, est autant repoussé, et limite ils sont plus hauts que le père, pour montrer aussi le côté, il est complètement abattu, sous l'eau, il n'arrive pas à trouver de solution. Je trouve ça très fort. Ce champ de maïs qui de base était mort, et voilà. En parlant de la mort, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Alors évidemment, la mort, elle est là, hein, par le personnage principal dès le début qui l'annonce. C'est la morte, c'est moi, je vous parle de, pas encore de l'au-delà, mais pas loin. Mais il y a tout ce rapport à la mort. Le champ de maïs tout à l'heure, écho avec cette rose. Alors Oui. cette rose, c'est là où le père comprend, c'est cette scène-là, où il comprend que le voisin est le tueur, parce qu'il se rappelle grâce aux photos, parce que c'est une photographe, Suzy, aux photos que les parents vont développer tous les mois, parce que c'était une promesse. Hein. Un moment, il y a les photos, on voit les roses rouges et les souvenirs des roses rouges avec le voisin qui entretenait ses roses, parfait sur tout rapport. Et maintenant que le voisin va être soupçonné ou qu'il a tué la fille, ces roses sont porteuses de la mort. Et là, il comprend que c'est lui qui a apporté la mort à sa fille. Comme une forme, ouais, c'est juste une rose desséchée, mais comme une sorte de cancer, quoi. Un truc lancinant, insidieux. Voilà, et là, il tient justement la mort, la pourriture, en fait. Et d'ailleurs, après, il va se retourner avec le voisin qui construit une cabane derrière. Hein, le voisin qui aime bien construire des cabanes. Ouais, Voilà. des cabanes de poupées, surtout. Ouais. Et il aime non, c'est enfermer. très Oui. fort. Il y a beaucoup d'insistance sur les éléments de la nature, en fait. Voilà, le champ de maïs mort qui ensuite est totalement repoussé, les roses qui au début sont rouges et maintenant sont complètement pourries, le feu avec les bougies, l'eau, il y a beaucoup la présence de l'eau, des grandes vagues dans cet imaginaire, dans cet entre-deux-mondes. Il y a beaucoup d'insistance là-dessus. Encore une fois, Peter Jackson est un réalisateur très visuel qui, dès qu'il va y avoir quelque chose dans son cadre, il va l'utiliser pour raconter quelque chose de nouveau en termes de dramaturgie sur le contexte de l'histoire ou le contexte des développements de personnages. Rien n'est laissé au hasard dans les décors de Peter Jackson. Rien du tout. L'eau ou la glace. La glace, voilà. Alors, c'est terrible parce que cette scène, on en reparlera pour la fin. Mais c'est une scène qui est un milieu 2/3 du film, du coup. Je peux même vous donner la minute exacte. Hein, vas-y, sois précis, on aime ça, la précision. 1h28 du film, hein, sur un film qui fait 2h15 avec le générique, du coup. Et bon, cette glace-là, avec le phare derrière, c'est une scène où il y a Suzy qui parle à Holly. Alors, Holly, c'est une fille mystérieuse qui est une des victimes, en fait. Elle s'est donnée un autre nom. C'est un personnage sino-américaine. Elle s'est donné un autre nom dans cet univers-là, peut-être pour oublier justement ce qu'elle a vécu. Et là, cette discussion, c'est au moment où il y a cette discussion où Suzy veut, la haine, elle veut voir mort ce tueur. C'est-à-dire, voilà. Il faut qu'il y ait une vengeance absolue. Il y a cette discussion, le froid autour se met là. Bah oui, le froid rappelle la mort et ça lui rappelle le moment où elle est morte, plus ou moins. Il y a cette discussion avec le phare derrière, le phare qui guide, le phare qui a un rapport au père qui est enfermé dans le bateau. Oui, parce qu'on le voyait dans la bouteille. Et il y a ce pic de glace, alors stalactite ou stalagmite, je sais plus, voilà, bon, c'est l'un ou l'autre. Et c'est marrant parce que arrivé au film, à la fin du film, je me suis dit, arrivé au bout, mais on n'a pas vu avant ce truc de glace, et en effet, et c'est assez génial de l'avoir mis là au moment où elle souhaite la mort du tueur, et on y reviendra après, évidemment, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc oui, ça renvoie au visuel. Bon, ça fait numérique, hein, c'est clair, hein. On est dans cet autre monde, un autre monde du numérique, un petit peu. Ça fait numérique, mais numérique, encore une fois, que je trouve concret. C'est-à-dire que là, la stalagmite ou stalactite, j'ai l'impression que je peux la toucher, tu vois. J'ai l'impression que le phare, il est vraiment derrière. Genre, la lumière est très, très bien travaillée. Il y a un aspect très détaillé, j'en parlais tout à l'heure, on va de plus en plus dans le détail, plus on avance dans cet entre-monde. Et ça aussi, ça fait numérique, mais c'est magnifique plan. C'est là où elle contemple la possibilité de paradis. Voilà. C'est marrant, ça me rappelle Big Fish maintenant que j'y pense. Alors moi, c'est un peu drôle. J'adore ce plan, mais c'est un fond d'écran Windows.
Ah, c'est J'adore ce exactement plan. ça. J'adore ce plan, mais c'est un fond d'écran Windows. Mais en fait, voilà, elle espère arriver au paradis à un moment. Est-ce qu'elle a réglé tous ses problèmes? Et c'est marrant, Est-ce qu'elle l'arbre le là-bas au veut fond. surtout? Ouais, l'arbre au fond, c'est pourquoi Big Fish? Tiens, tout à l'heure, on a parlé d'Edouard en argent. Cette sorte Je pense que d'auto l'arbre, il te rappelle Big Fish parce qu'il y a toute cette scène dans Big Fish avec un arbre un peu similaire qui se fait complètement ensevelir sous l'eau. Ah bah tiens, Ou la fiche finalement, aussi, tout simplement, hein. finalement, il y a peut-être un lien. Bon, après, c'est plus dans le fantastique et l'imaginaire. Là, c'est plutôt dans un concret irréel de deuil et de laisser aller. Mais alors, c'est là où on en arrive à un personnage dont on n'a pas parlé. On va recontextualiser parce qu'au début, donc, Suzy, elle est contente, elle va à l'école, il y a ce petit ami potentiel, tout ça, sa famille. Mais il y a aussi, alors, j'ai envie de dire, vous savez, c'est le personnage Tim Burtonien, j'y reviens, puisqu'on va parler de Big Fish finalement. C'est un peu l'artiste quasi gothique, là. Alors, je crois que c'est Ruth, son prénom, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Ruth Connors. La fille qui... Cornemuse? Non, mais Ruth Connors. Ah, Voilà. OK. Non, vraiment, j'avais vraiment entendu cornemuse. Oh J'étais là en là mode, là là, bah, mon Dieu, quel OK. enfer. Ruth Connors, qui est donc cette marginale un petit peu, qui fascine beaucoup de Julie. Elle prend en photo des gens qui sont pas comme dans la société. C'est très intéressant. Elle regarde les gens qui sont pas comme le reflet parfait de la société américaine. Oui. Et il y a ce personnage de Ruth qui est là. On sait pas trop. On sait qu'elle dessine. On sait qu'apparemment elle est un peu poète. On se demande à un moment si on va, enfin, si on savait pas dès le début que Suzy était morte, si c'est pas être la fille qui allait piquer le petit ami, voilà, Mmh. etc. Et à un moment, c'est terrible, hein, parce qu'il y a une connexion qui va se faire, c'est qu'elle va suivre Ruth au moment où elle est suivie par le tueur. Après, il y a la scène du maïs, etc. Et c'est Ruth qui va récupérer le petit billet doux du petit ami, etc. Donc, il va y avoir une connexion qui va se faire. Et le moment, là, au début, quand j'ai montré la course à travers le brouillard de Suzy, Mmh. à gauche, avant le plan, il y a un personnage qui voit Suzy courir, c'est ce personnage de Ruth. Sauf Mmh. qu'elle est morte. Donc on comprend que Ruth, très vite, c'est une fille qui aperçoit l'âme des morts, les fantômes. Qui a Tiens, une connexion. Comme dans Beetlejuice. Pas le même délire, mais j'accepte. Non, pas le même délire, mais dans l'idée, va savoir. Non, mais est-ce que Tim Burton, l'ombre de Tim Burton plane sur aussi Lovely Bones, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, Mais peut-être ce qu'on va personnage est très intéressant parce qu'il est intelligemment écrit. Il est là au début, il y a le pont, là, le passage, et puis pouf, elle va revenir vers la fin. mais surtout, c'est un personnage qui parle peu, qui est beaucoup dans le ressentiment et dans les expressions, faciales ou c'est un personnage qui est très taiseux, en fait et je trouve ça intéressant de l'avoir fait très taiseux puisque c'est le seul personnage qui ressent pleinement un monde qui est censé être taiseux, soit le monde des morts, tu vois? Donc encore Ah une fois, à ouais. l'écriture et la direction d'acteur, c'est intelligent. Il pense à tout ce Peter Jackie, il pense à tout. Ah, c'est Il est surtout, trop voilà, fort. avec son duo de scénaristes, avec elle, avec son épouse et, euh, son ami, ils savent travailler ça. Et c'est vrai que souvent, vous avez des personnages un peu secondaires dans les films de Peter Jackson qui vont avoir une importance. Bon, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, avec le médium de base de Tolkien, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais pas que, même dans Fantôme contre Fantôme, il y a Oui, une bien sûr écriture très intéressante et intelligente et sur plein de notamment des personnages. personnages féminins. Parce que le Ouais, cinéma de Peter Jackson est un cinéma très bien sûr. féministe selon moi. C'est toujours des personnages féminins très importants chez Peter Jackson. Même dans Brain Dead, c'est elle qui a plus de caractère que le personnage masculin principal dans Brain Dead, tu vois. Même si là, le personnage de la mère, à la rigueur, ça peut être un petit défaut du Bah, film. la mère qui s'en va, mais qui revient, oui. Mais Voilà, parce est qu'elle se libère. moins Elle se libère. Elle va de l'avant. Mais oui, c'est un défaut du film. Parce c'est un que petit défaut du film, je elle trouve, parce revient, qu'on elle nous repart. promet quelque chose avec ce personnage qui n'arrive pas parce qu'il est mis de côté. Alors je comprends parce qu'il y a la relation entre le père et la fille, mais je trouve ça quand même un peu loupé, quoi. Mais Oui, parce après, qu'elle ça s'en m'empêche va. pas Elle de s'en va parce que elle accepte la mort de sa fille en partant, puis se rendant compte. voilà. Rappelez-vous de l'image que j'ai montrée au début, du plan que j'ai montré au début, quand elle se rend compte qu'elle veut plus être. Elle veut être cette femme libre. Mmh. Elle veut réussir sa vie, pas comme sa mère qui est tombée en dépression dans l'alcoolisme. C'est terrible. En fait, elle pense à elle. Elle a le défaut, ce personnage, de vouloir penser à elle. Mais non, c'est pas si un défaut que ça. Mais le problème, c'est que Ouais, c'est peut-être mais mal je trouve écrit que dans c'est le pas assez départ et le creusé. retour. C'est pas Voilà. assez creusé. Pour le coup, là, c'est un flou que je Ouais. trouve pas très pertinent, alors qu'il y a plein d'autres zones de flou, dans le film. D'ailleurs, je voulais juste, lire quelque chose qui est très assez court.
que j'avais écrit à l'époque sur Thaïlande de Terry Gilliam. Ah tiens, il faut que je le voie aussi, lui. Ça peut être. Et je trouve que ça s'accorde bien avec Lovely Bones aussi. Voilà. Pendant que tu juste, trouves, regarde, hop, c'est pour rappeler que Peter Jackson, l'au-delà, il l'avait déjà dans The Frighteners, Fantôme contre Fantôme. Qu'est-ce qu'il a vieilli ce film? Je l'adore, hein, mais pour le coup, Oui. c'est vraiment le film de Peter Jackson qui a le plus vieilli. 1996, forcément, voilà, ils expérimentaient encore. Ils n'avaient pas le budget de Jurassic Park, quoi. Mais donc, pour Thaïlande, j'avais écrit « Comment un cinéaste cherche à trouver la poésie dans un univers si noir, en résulte la poésie non cautionnable, celle qu'on ne peut voir, celle qu'on rejette et a raison. » Et je trouve que ça se tient bien avec Lovely Bones aussi. Il y a une certaine poésie qu'on voit, notamment à la toute fin du film, avec ce baiser, où tu te rappelles quand même que de base, la relation est plus que problématique, je veux dire. Mais il y a quand même une certaine poésie, et en même temps, tu l'acceptes, en même temps, tu la rejettes. Et je trouve ça fort de marquer le spectateur de la façon où justement, tu vas te dire, est-ce que je cautionne ça, est-ce que je cautionne pas ça? Et il y a plein d'autres moments de poésie comme ça dans le film où tu vas te dire, je sais pas trop, quoi. Notamment avec ce plan que tu as montré au tout début, du tueur, là, dans l'ombre, comme ça, avec la bougie et tout. Avec la bougie. C'est très poétique comme plan. C'est très La poétique. fameuse bougie. Mais c'est une poésie que toi, spectateur, tu as tendance à ne pas apprécier, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment fort, cette dichotomie, encore une fois. Ah ben, c'est un film de dichotomie d'entre-deux, de toute façon. Et justement, parce qu'on va en parler, alors, Ruth, elle revient. C'est une scène qui peut être embêtante, parce qu'on peut se dire, oulala, on est dans une forme de niaiserie ou pas. C'est compliqué. Déjà, alors, Ruth voit donc, le plan est magnifique en soi, elle voit le fantôme, enfin, on va dire l'esprit, le fantôme, tout ce que vous voulez, de Suzy, parce que c'est la seule à pouvoir avoir ce lien. Et donc, pour expliquer le plan, c'est un peu étrange comme situation, mais pourquoi pas. Suzy va rentrer dans l'esprit de Ruth, et Ruth, il y a le petit ami à côté, donc, enfin, celui qui aurait dû être le petit ami de Suzy, et il va y avoir cette scène du baiser, et c'est marqué en parallèle. Hein. Il y a des parallèles avec le tueur qui ramène cette boîte qui contient le corps, et on ne voit pas le corps, mais il est dedans. Il y a ce parallèle, d'ailleurs, c'est marrant. Avec la boue. Et la boue, je montrerai le plan après d'ailleurs. Le plan, il y a une sorte de montage alterné là. Et il y avait le même montage alterné au début quand il y avait la famille qui mangeait tranquillement en attendant Suzy, mangeait du maïs en plus. Et le moment où Suzy rencontrait le tueur sur ce champ de maïs mort. Très intéressant. Il y a 2 moments de montage alterné là-dessus. Et donc cette scène est étrange. C'est-à-dire qu'il y a une scène de connexion d'amour au moment où son corps va disparaître pour toujours. Je la trouve pas niaise, cette scène. Je vois ce que tu veux dire. En fait, elle sera pas niaise, on comprend le message du film derrière. Ouais. Mais surtout, elle est pas niaise vu la noirceur quand même du récit et du film, même si c'est bien édulcoré par rapport au bouquin. Je trouve plus que c'est une scène, on va dire, de rêverie un peu. Pas niaise. Parce que elle serait niaise s'il n'y avait pas ce montage alterné ultra cruel en même temps, tu vois. Genre, ça serait peut-être niais si c'était juste cette scène-là, voilà. Montage alterné avec ça. Mais avec ce montage alterné qui est d'une violence, quand tu sais ce qu'il y a à l'intérieur du coffre, ce coffre qui traîne dans la boue, qui finit à la décharge, qui est enseveli encore une fois dans les profondeurs terrestres, vers l'enfer, une deuxième fois vers l'enfer. Non, moi je trouve que cette scène, elle est pas niaise. Et puis, il y a vraiment une grosse insistance quand vous verrez le film sur vraiment le coffre qui s'entrechoque avec la boue, avec les objets, voilà. Ah oui. À cause de ce tueur, ce coffre est ce qu'il y a à l'intérieur et comparé à tous ces pneus, à tous ces éléments jetables, tu vois, c'est d'une noirceur absolument terrifiante, je trouve. Les déchets de la société américaine, tiens d'ailleurs. Et ce qui est terrible avec ça, c'est bon, ce montage alterné, c'est donc le montage entre l'amour et la mort, entre la possible poésie, c'est-à-dire qu'elle décide de faire un dernier au revoir et de combler un bonheur qu'elle aurait dû vivre si elle avait vécu là. Un amour sacrifié en fait. Voilà. Et lui qui, en faisant ce geste-là, techniquement, est certain de rester innocent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il se débarrasse des dernières preuves. Comme il avait utilisé le bracelet sous les yeux du détective tout nul là, au début du film.
scène où l'inspecteur, il est vraiment nullissime, quoi. Nul, quoi. Et Colombo, il aurait arrêté, mais en 2-2, quoi. Mais... Moi, j'étais là, en plus, sur cette scène, j'imaginais Colombo. Mais d'ailleurs, il y a ce un qu'elle me aspect. disait, ma femme, à l'époque. Alors, ma femme est fan de vous. Ah, Vous c'est aurez pas un Colombo. autographe pour ma femme. Non, mais en fait, il y a un aspect Colombo, en fait, finalement. Parce que tu sais qui est le tueur et tu as envie de voir comment il va être coincé. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est terrible, du coup, dans cette fin qui est bizarre, c'est l'intention, en fait. Voilà, parce que, en fait, ça peut paraître nier tout ce que vous voulez, machin. C'est l'intention de Peter Jackson qui décide à ce moment-là, au moment où Suzy aurait pu revenir dans les traits de Ruth pour se venger. En plus, elle est à côté, Ruth, elle est à côté du tueur, c'est en face, hein, qui balance le truc dans la décharge. Elle aurait pu aller dans Ruth et faire que Ruth tue ce voisin tueur pour se venger, comme elle le voulait avant dans cette scène de haine avec le pic à glace, hein, le truc qui tombait là, enfin, qui menaçait de tomber avec le phare derrière. Et en fait, Peter Jackson décide ici de montrer que non, il ne faut pas se venger, il ne faut pas que la corruption appelle la corruption, que la violence appelle la violence. La violence, ouais, voilà. Donc, il faut aller de l'avant, c'est ça le message du film, il faut aller de l'avant, accomplir ce qu'on peut accomplir ici grâce à la magie du fantastique, du surnaturel, si tu veux. Mais ça ne sert à rien de faire que la chaîne du mal continue. Il faut la briser. Tu brises la chaîne du mal. Surtout ici. que le film dit que cet assassin va être puni mais voilà. par des éléments naturels, en fait, par le destin aussi. Mais c'est par ça. Alors, destin, en fait. Et là, c'est là où on passe du niais ou ce qui pourrait être ridicule ou pas. C'est-à-dire que plus tard, l'assassin, il s'est barré. Il est parti ailleurs, hein, il ne va pas être inquiété ou pas, parce que techniquement, les gens savent que c'est lui, mais bon, il part ailleurs. Et là, il aborde une autre femme, sa potentielle prochaine victime, et elle l'envoie chier d'ailleurs, c'est bien un beau geste, voilà. Mais bon, ça l'aurait peut-être pas calmé. Sauf qu'il est en dessous, alors plan zénital, on est content là, hein, et il y a une sorte de glace là, et c'est le même plan, enfin c'est le même style de glace qu'on a vu tout à l'heure, qui était éclairé par le phare. Et là, il est éclairé par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, le destin, l'au-delà, et donc la glace va tomber. Elle va pas, non, parce que Peter Jackson, il se refuse de montrer la violence frontalement dans ce film. Ce qui peut être un défaut, mais ça colle avec l'ambiance. Après, quoique, quand tu vois comment il finit, le gars. Oui, voilà, mais jusque-là, on s'attendrait, surtout Peter Jackson, que la glace tombe et tu sais, la cervelle, tout ça, ça gicle et tout. Non, il se la prend et il glisse et il tombe comme un. C'est une mort de merde pour un personnage de merde, voilà, pour un homme, pour un humain de merde, enfin, humain entre guillemets. Et il tombe, et en effet, quand il tombe, oui, il est bien défoncé quand même. Et il va être enseveli, non pas dans la boue, mais par la glace. Voilà. Par la boue, oui. Par la boue et la glace. Et effectivement, on parlait de ce côté destiné déjà tracé au début pour le personnage de Suzy avec tous ces éléments, la boule à neige, la bouteille, donc l'enfermement qu'elle va avoir après dans cet entre-deux-mondes. Et là, pareil, tout ça, c'était cité précédemment dans le film. Donc c'est là que je dis que en même temps, le film est nihiliste et en même temps pas. Il l'est pour Suzy et il l'est pas pour le tueur parce que le film dit que la justice peut arriver, même si c'est pas par des moyens humains et que c'est des moyens naturels, entre guillemets. Mais c'est ça, c'est un film qui dit que ce qui va arriver arrivera de toute façon, parce que grosso modo, le message, il est là. Des choses doivent arriver, on meurt. D'ailleurs, le personnage de la grand-mère qui le dit, hein, profite bien, tout ça. Parce que de toute façon, et c'est même là, le personnage de Holly qui parlait pendant que Suzy avait cet excès de haine avec le plan sur la glace, avec le phare et tout plus haut. Holly lui dit, mais t'inquiète pas, hein, tout le monde meurt, hein, tout le monde y passe. Hein. Grosso modo, elle disait comme ça. En gros, le destin va se charger de lui d'une certaine façon. Et en effet, la mort de merde absolue. Sur le moment, je t'avoue, j'ai eu une satisfaction. Alors, c'est pas bien, mais bon, quand même, si. Hein, voilà. Mais surtout, j'ai eu un petit. Mais justement, il y a un côté presque un peu cartoonesque qui a beaucoup utilisé Peter Jackson dans ses précédents films, mais que je trouve un peu sensé pour ridiculiser ce personnage. Moi, j'aurais fait revenir merde, en fait, tu vois. Mais j'aurais fait revenir le prêtre de Brain Dead qui lui donne une sorte de high kick là. Ouais, non, mais je trouve ça intelligent d'avoir vraiment réduit à une grosse merde ce personnage-là, au lieu de lui donner une fin un peu sensationnaliste, épique, tu vois, genre ça aurait été un peu malsain, quoi. La poésie n'est pas pour lui.
Tu vois, Ah ouais, ce enfin personnage n'a voilà. pas le droit à la poésie, ce personnage est un monstre, et il finit comme une grosse merde. Et alors que Suzy, elle finit avec de la poésie, avec cette sublime scène de Song to the Siren. Et puis il y a ça aussi. Alors il y a la scène de Song to the Siren Ouais, extraordinaire, et puis on finit sur elle, sur une qui photo où elle est sourit, ouais. heureuse en vie. Mm. Mais quand même, avec cet aspect sur la photo, tu sais, là, il y a des lignes de lumière un peu, un voile, quoi. Comme si c'était Ouais. pris à travers une fenêtre, avec un reflet. Donc, Ouais, il y a le non, reflet moi de la j'adore ce vie. film, je le trouve, ça je l'ai pas dit, mais je le trouve ultra émouvant, surtout parce que les acteurs et actrices jouent Ah oui, oui. super bien. Tu ressens vraiment ce deuil constamment, et Même Mark le Wahlberg. tout, ouais, et le tout marié à de la poésie non cautionnable, mais également à de la poésie cautionnable. Je trouve que ça en fait un objet de cinéma qui est très fort, très riche dans ses démarches visuelles aussi, avec son numérique qui envahit le plus possible au fur et à mesure certains cadres, et la façon de le rendre plus concret, l'aspect terrifiant, ce côté quand même grande épopée aussi qu'on retrouve dans tous les films de Peter Jackson. On retrouve ce côté grande histoire, Ah, grande mais bien épopée. sûr. Et là, quand il parle de Récit initiatique aussi, hein. toutes les victimes qu'il y a eu, il y a presque un côté surnaturel où par moments dans les images, tu as l'impression que ce tueur, il a été là pendant 300 ans. Tu vois, genre... Et on va en parler dans la conclusion sur ça, sur le rapport de ce film dans la filmographie de Peter Jackson. Mais avant de conclure à Zone Spoiler, il y a quand même l'explication du titre à la fin. C'est-à-dire que la dernière voix off avec la photo et tout, où elle le dit, je m'appelle Salmon, oui, comme le poisson. Alors bon, évidemment, le saumon aussi, c'est un animal comme le pingouin, qui est un animal de transition, de guide spirituel ou de passage. Je Alors mélange ça, pour le là-dessus. coup, je ne savais Ah, point. pour le pingouin, je le savais grâce à la série Atypical et à un film japonais d'animation qui s'appelle Le Mystère des Pingouins. J'ai insisté dessus quand même. Mais Le donc pour lien moi, ça entre rend le deux film mondes. encore plus fou. Ah non, mais c'est ça. Le saumon aussi, le passage. Le saumon, il va d'un point à l'autre pour se reproduire et tout, hein. Il remonte la rivière, même le saumon d'ailleurs, à Ouais, contre-courant. Intéressant. Et elle le dit, voilà, j'avais 14 ans, j'ai été assassiné, mais j'étais là l'espace d'un instant, puis je suis parti. Je vous souhaite à toutes et tous une longue et heureuse vie. C'est-à-dire qu'elle était là un instant, elle est partie, mais j'ai envie de dire, comme nous tous dans ce cosmos intergalactique, voilà, que nous sommes là, et pouf, on sera plus là. Au final, voilà, et tout va et disparaître. Mon et micro, ma tout, casquette, mes et tout. lunettes. Mais même le monde, même la vie sur Terre disparaîtra, hein. Rien ne survivra à tout Sauf ça. mon cochon de Pipin. Ah ben, Vipin, Lui, jamais. Pipin, ça C'est un sera être, c'est un être céleste. Pipin premier, créateur du prochain Big Bang, hein, moi je le Mais dis. oui, mais oui, mais ou du On ferme la zone prochain. spoiler ou Non, pas? je vais pas faire cette vanne. Non, allez, on ferme la zone spoiler, vous avez évité une blague là, mais ultimement, ce film est cohérent dans la carrière de Peter Jackson. On l'a dit, quelques thématiques, bon, les tueurs en série, Alors, je vais l'au-delà. juste dire un truc sur le tueur en série, avant que Ouais, j'oublie, désolé. C'est juste que dans Fantôme contre Fantôme, il y a quand même un aspect extrêmement humour noir. On se moque en fait des tueurs en série. Là où Peter Jackson paraît beaucoup plus inquiet quand même dans Lovely Bones, c'est-à-dire que même s'il y a toujours cette oui, dimension fantastique, quand on est avec le tueur en série, il y a une froideur, un aspect calculateur glaçant, et surtout une violence brutale, même si on ne la voit pas, qui pour moi sonne comme si Peter Jackson nous disait bon, j'ai déconné avec les tueurs en série, je me suis foutu de leur gueule, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, ça existe quand même, et que c'est dramatique, tu vois. Il y a quelque chose de beaucoup plus sincère peut-être, et inquiet de la part de Peter Jackson, qui je trouve rajoute une dimension encore plus ouais. forte au film, quoi. Voilà. Dans The Frighteners, Fantôme contre Fantôme, c'était plus une forme de dérision des déviances, par exemple, du monde occidental au sens large, à travers les tueurs en série. Et le gars, là, soi-disant du FBI, là, qui est complètement cinglé Et de aussi. comment les tueurs en série s'inspiraient d'autres tueurs en série, parce qu'il y avait tout un aspect Exact. compétition. Exact. Et c'était intéressant parce qu'il parlait déjà de l'Amérique dans un film qui se passait dans probablement une banlieue pavillonnaire à l'américaine, mais c'était tourné en Nouvelle-Zélande, mais il y a cette idée. Et là, dans Lovely Bones, il a gagné en aura personnelle, c'est-à-dire qu'il fait un cinéma plus sérieux, forcément. Il a travaillé sur Fantôme contre Fantôme, King Kong. Il y a des choses, quoi. Mais on est à nouveau dans un cinéma de passage et de transition dans d'autres mondes. Dans tous les films de Peter Jackson, il y a à minima deux mondes, voire plusieurs mondes, plusieurs univers, hein, aussi dans les anneaux, qui s'entrechoquent. Bad Taste, évidemment, avec les extraterrestres, machin. Brain Dead avec les zombies, la mort et la vie qui cohabitent. Et le Plus ou fait moins que mal. plusieurs mondes, même si on ne les voit pas de nos deux yeux Ah, mais vus,
j'aime bien cette expression, eh bien, ils sont quand même aptes à cohabiter, en fait. Tout ça, c'est le Ah cinéma de mais Peter Jackson. toujours! Et Tout ça. parfois mal, parfois avec le mal, parfois avec le bien, enfin il y a Parfois de façon drôle et régressive, parfois de façon mmh. très sérieuse, parfois Et même dans mignon Heavenly ou Creatures, hein, tragique. dans Créatures célestes aussi, Mmh. il y a cette fin de l'innocence. Il y a aussi ce passage des personnages qui sont toujours dans un passage, tout le temps. Parce que même dans King C'est, Kong, mmh, évidemment. c'est marrant cette, ambiance, ce style qu'on peut retrouver également chez un réalisateur qui a commencé à peu près au même moment et à peu près de la même manière, à savoir Sam Raimi. Qui ont commencé quand même, Sam Raimi et Peter Jackson, il me semble, par des films, étudiants en mode, ils y allaient avec leurs bites et leurs couteaux, quoi. C'était vraiment on Oui, oui, c'est et vrai. c'est marrant qu'ils aient cette insistance sur, des mondes qui paraissent inatteignables, mais qui en fait le sont. Quand tu sais que ils ont dû vraiment trimer pour atteindre ce monde du cinéma grand public, Sam Raimi avec les Spider-Man, Peter Jackson avec, Les Seigneurs des Anneaux. Euh, c'est marrant que dès le début de leur filmographie, il y avait cette insistance de on veut atteindre un certain monde qui nous paraît inatteignable et on veut le faire cohabiter avec le nôtre, tu vois. Et je trouve que c'est assez touchant. Et Peter Jackson, il s'est jamais arrêté de parler de ça durant toute sa filmographie. Puis tu parlais aussi de passage et ça a toujours été un réalisateur qui, dans la question du numérique, des effets spéciaux numériques, a toujours agi pour l'avancée, pour le passage à une Ah prochaine ben oui, révolution. On le exactement. voyait avec Gollum, avec King Kong, et je suis sûr que si là il refaisait des films, on le verrait aussi. Et puis on l'a vu au fait qu'il a participé au Tintin de Spielberg aussi. Donc je trouve que cet aspect passage, avancé et connexion avec un autre monde, c'est très fort le fait que ça parcourt toute la filmographie de Peter Jackson et également Sam Raimi, qui pour moi sont deux réalisateurs qui ont vraiment beaucoup de similitudes, hein, mais même dans leur côté, on a commencé par des films d'horreur, etc. Tu vois. Avec des personnages qui doivent avancer et changer complètement de perception. Et là aussi, même Sam Raimi avec le personnage de Bruce Campbell dans Evil Dead, évidemment, parce que d'un seul coup, voilà, même Spider-Man, hein, Peter Parker, c'est un petit peu l'idée. Et Fantôme contre Fantôme, le personnage Et de Michael J. Intuition, Fox qui doit passer le deuil. Intuition Et... de Sam Pardon? Raimi, tu l'as vu? Intuition de Sam Raimi? Non, celui-là, j'ai pas vu. Non. Pas Il vu. est incroyable, avec Kate Blanchett et Keanu Reeves. Okay. Et il y Non, a mais... aussi cette question de deux mondes. Même si Sam Raimi, celui qui est le plus étonnant de sa filmographie, c'est un plan simple, parce qu'on dirait un film des frères Cohen. Ah oui, oui, bah, c'est Il n'y a pas Fargo, de non? fantastique. Mais c'est vraiment Fargo, quoi. Mais c'est super. Mais non, mais c'est intéressant parce que cette idée de. Bon, après, le monomythe de Campbell n'est jamais loin aussi, hein, même avec Peter Jackson, mais indirectement dans des drames, dans des trucs d'aventure et tout. Et vous regardez ça dans ces films, il y a toujours des personnages qui sont confrontés, alors plus ou moins de façon fantasme ou dramatique, à des choses qui les changent complètement. Oui. Et il y a souvent des histoires d'amour qui en sont en sous-jacence aussi, d'ailleurs. C'est très intéressant ça. Il y a pas mal de petits trucs à analyser. Le drame de l'amour, ou l'amour impossible aussi, parce que le personnage de Michael J. Fox dans The Et il y a Frighteners, c'est particulier. le côté jeunesse sacrifiée aussi. On le voit Le dans côté Lovely Bones. de refuser On le d'aller de voit. l'avant et de rester bloqué. Parce que dans The Mm. Frighteners, c'est ça, il reste bloqué dans cette maison qui n'a jamais fini, parce qu'il n'a pas fait le Oui, deuil. mais comme les Là, fantômes c'est qui restent l'inverse. bloqués entre deux dimensions, mais il y a le côté jeunesse sacrifiée aussi. Parce que ça, on le Oui. voit dans Lovely Bones, on le voit aussi dans Le Seigneur des Anneaux, qui est une relecture de la guerre mondiale. Et donc, les Hobbits, qu'est-ce que c'est à part dans l'esprit, la diégèse du Seigneur des Anneaux, une jeunesse sacrifiée, tu vois, au profit La de la créature guerre, du céleste, hein, c'est massacre. créature Euh, céleste, c'est ça aussi. Hein. et pareil, dans ces films genre Bad Taste, etc. Vous voyez Bad Taste quand même, hein, les gars, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous pitch le film si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. C'est des aliens, je crois, des aliens zombies Ouais. qui veulent ouvrir un fast-food d'humains. C'est génial. Mais là aussi, on a une critique de la société de consommation aussi Mm. indirectement. Enfin, t'as un délire là-dessus, t'as des allégories et du symbolisme dans tous les films de Peter Jackson. C'est ça qui fait que c'est un grand cinéaste aussi. Mais du Mais parce qu'il coup, a réussi à rendre tout ça très accessible pour le grand public aussi. et oui, Pas de manière faussement élitiste. et c'est ce qu'il Non, a non, voulu sur Lovely Bones. Certes, il a édulcoré et tout, mais parce qu'il voulait faire passer ce message, enfin, dans ce film, à un plus grand nombre. C'est qu'il a réussi à faire passer ce message à juste interdit aux moins de 12 ans. Mm. Que avec toutes les scènes du roman, c'était moins de 16 assurés. Hein. Mais il a Et refusé certaines scènes du roman. Et c'est tu sais assez pourquoi il a marquant. refusé? La vraie raison, c'est parce que Dis-moi. Saoirse Ronan avait 14 ans aussi et qu'il Bah, ne voulait pas logique. lui faire subir ça. Et c'est bien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a
qui a cette qui est respectueux déontologie-là aussi. aussi. Ça existe. Ben oui. Mais d'ailleurs, c'est assez marquant de se dire que ce film, à l'époque, était interdit moins de 12 ans, alors qu'à mon avis, il sortirait maintenant, il serait tout public. Bon, Genre, oui, il y a eu une régression un petit peu. Je sais pas, ça dépend des pays aussi. Ça dépend des Non, mais c'est pays. comme il y a des films à l'époque, je sais pas, les Dracula avec Christopher Lee, ils étaient peut-être interdits moins de 12 ans. Maintenant, je sais plus si sur les jaquettes il y a marqué interdit moins de 12 ans, tu vois. Ah, t'as l'aspect un peu érotique qui est caché derrière. Mais bon, c'est pas Coppola non plus, c'est pas Coppola. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'était un plaisir de parler de ce Lovely Bones. Lovely Bones, bah, grand plaisir partagé. J'espère que j'ai été bon. Voilà. On a été bon. Voilà. Enfin, on va laisser surtout. Je sais que t'es bon, mais j'espère que moi j'ai été bon aussi. On va laisser surtout le public juger, mais ce qui est pas important, c'est pas important qu'on soit bon ou pas. C'est surtout, on espère qu'on a réussi à transmettre quelque chose dans cet échange. Voilà. C'est ça le plus important dans la transmission, qu'on soit maladroit, incomplet, imparfait. C'est pas grave ça. De toute façon, on est incomplet. On a d'ailleurs en commentaire, vous pouvez dire des choses qu'on n'a pas pu dire pleinement et tout, bien évidemment. Après, on a quand même, on l'a bien travaillé au corps le film, quoi. Ah oui, voilà. Mais chacun aussi a sa lecture. Et même si vous n'avez pas aimé le film, dites-le nous. Dites-le nous. Voilà. Parce qu'en vrai, je comprends qu'on n'aime pas. Je comprends qu'on n'aime pas. Et si c'est votre préféré de Peter Jackson, dites-le aussi. Ouais, dites-le s'il vous plaît. Je me sentirais moins seul, les gars. Quoi. Voilà, non, mais c'est sûr que bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que JB, l'ami JB que vous voyez là, c'est toujours à l'envers, effet de miroir. Hein, là, moi, je me vois à droite. Voilà. C'est que notre cher illustre connu ici a une chaîne variée, riche, avec des podcasts, avec avec des échanges avec King Tao aussi, plein de trucs. Bah, d'ailleurs, tu varies de plus en plus tes formats depuis quelques années. Je fais de tout. Je fais des critiques où on me voit, des critiques où on me voit pas, des longs podcasts, des courts podcasts, des longs podcasts avec des gens et parfois pas avec des gens, et des courts podcasts avec des gens et parfois pas avec des gens. Enfin bref, je fais tout et il y a beaucoup de shorts sur l'Irlande. Voilà, si vous aimez l'Irlande, il y a beaucoup de shorts sur les paysages irlandais et sur mes cochons d'Inde aussi. Voilà, si vous aimez les cochons d'Inde. D'ailleurs, c'est le défaut de Lovely Bones, il n'y a pas de cochon d'Inde dedans. Il n'y a pas de cochon d'Inde et c'est pour ça que Thunderbolt, c'est le meilleur film du 21e siècle. C'est parce qu'au début, il y a un cochon d'Inde. Non, pas du tout. Bon. J'avoue, le film a gagné 1 point parce qu'il y avait un cochon d'Inde au début. Et il aurait pu en gagner encore plus parce que de base, la scène post-crédit devait être sur ce cochon d'Inde. Mais bon, du coup, il a perdu 1 point. Voilà. Mais bon, voilà, vous retrouvez notre cher illustre connu sur sa chaîne sur YouTube et aussi sur la 7e Illusion. Voilà, nous faisons des émissions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas recordé ensemble. Il va falloir sur la 7e Illusion. Oui. Ça veut dire que nos emplois du temps. Il n'y a pas longtemps avec Sawyer, moi j'ai parlé de Mission Impossible 8. Voilà. Si ça va. vous m'aimez bien et que vous voulez m'entendre parler encore et m'entendre faire des bides aussi, allez écouter. Ah oui, les bides. Encore là, ça va, t'en as pas trop fait. J'en ai pas trop fait, mais je suis vraiment le spécialiste du bide chez la 7e Illusion, quoi. Vraiment, ça. Les gens me regardent de travers quand je parle. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Moi, des fois, devant mes élèves aussi, je fais des bides. Hein. C'est normal, parce que voilà. Chaque génération. Je viendrai à un de tes cours juste pour dire j'ai rigolé, mec. Et comme ça, tu bideras pas. En tout cas, on vous invite donc à balancer tout ce que vous voulez sur le film, sur le cinéma de Peter Jackson et tout. Et on verra vos commentaires. Bien sûr, on discutera avec vous le cas échéant. Lovely Bones, je vais essayer de vous dire où est-ce qu'il est disponible si vous voulez le voir. 2009 en tout cas, en DVD Blu-ray c'est sûr, 4K et tout. Hein, il est en canal VOD ou sur Prime Video si vous voulez. On n'est pas payé pour faire cette pub, mais c'est juste si vous voulez découvrir le film, voilà. Il est sur Prime, beaucoup de gens ont Prime, donc voilà, et sont VOD. Et bien sûr, dans toutes les belles Blu-ray Tech, évidemment. En tout cas, dites-vous que si vous voyez ce film, dans tous les cas, vous en ressortirez marqué. Et pour moi, ça, c'est signe d'un grand film, ou en tout cas d'un objet de cinéma qui est intéressant, quoi. Ah bah, vu ce qu'on a dit, vu les plans. Ou positivement, mais vous serez marqué, quoi. Vous aurez vécu une expérience de cinéma. Vu les plans, voilà, et ce qu'on peut décortiquer derrière, limite, tu vois, moi, c'est le défaut du film, c'est qu'il est trop facile à analyser et très évident. Maintenant, je commence à être pénible là-dessus. J'aime bien les films qui travaillent, tu vois, pendant plusieurs jours. Moi, il y a des évidences dans le film, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai un film comme ça qui m'a travaillé durant plusieurs jours. C'était Cocorico avec Christian Clavier. Là, c'est un bide, par exemple. C'est bien de finir sur un bide, c'est magnifique. Voilà. Mais tu m'as laissé bider, je suis sûr que tu t'es dit je vais le laisser bider. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour d'autres aventures
sur YouTube ou ailleurs. Après tout, pourquoi pas, il n'y a pas que YouTube. Mmh. À la prochaine. À la prochaine, des bisous, abonnez-vous. Ciao. Ciao.